Sans plus tarder, je te cède la parole, Mathias, et je te remercie beaucoup d'avoir accepté toute cette présentation. Merci Antoine, merci au siège de m'avoir invité effectivement à parler sur ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors, on m'a déjà présenté, une seule chose qui manquait à la présentation, c'est que le français n'est pas ma langue maternelle, donc d'office, je présente mes excuses pour toutes les fautes de français que je commettrai sans doute au long de cette présentation. Il faut dire aussi que je ne suis pas un spécialiste de l'éducation en ligne, un spécialiste de l'éducation tout court, donc voilà, je n'ai pas une expertise particulière là-dedans. Et mon rôle dans le MOOC International Human Rights, c'était d'assister Olivier Destructeur, donc il y a énormément de choix créatifs dans la construction du MOOC, sur lequel finalement la décision était la sienne et pas la mienne. Donc je vais aussi essayer de parler un peu de cette dynamique de création en dialogue entre plusieurs personnes, dans le cas seulement de 2 personnes, mais pour d'autres MOOC, parfois des équipes assez importantes. Voilà. Alors, je vais structurer cette présentation, je vais essayer de faire bien moins d'une heure en fait pour permettre un débat qui me semble plus productif. Donc, je vais structurer la présentation autour de 5 questions. La première, c'est quoi un MOOC? Juste pour un rappel, certains d'entre vous sûrement le savent déjà, mais je voudrais aussi rappeler le sorte de variabilité qu'il existe dans cette constellation des services et de plateformes qui offrent des MOOC. Comment on crée un MOOC? Comment créer un MOOC sur une de ces plateformes, puisque je n'ai pas d'expérience avec d'autres plateformes, mais je vais vous parler de l'expérience dans ZX en particulier. Comment se déroule en pratique un cours une fois qu'il commence, quelle transformation tout cela implique pour l'enseignement que je mets entre guillemets ici classique évidemment, mais autant dans des techniques d'enseignement qu'il y a des enseignants finalement. Mais je parle ici d'un modèle un peu vétus sans doute du cours fondé exclusivement sur l'exposition, avec relativement peu de débats, avec un grand auditoire et un professeur, voilà. Et quelles sont plus ou moins les limites et perspectives telles que je les vois d'adopter ce modèle du MOOC dans le cadre d'une faculté de droit, en tout cas dans le cadre de l'éducation juridique. Alors on commence par des choses faciles. C'est quoi un MOOC? Bon, l'acronyme de MOOC veut dire Massive Open Online Course. Chacun de ces mots peut être en fait discuté. Massive, c'est à partir de quelle échelle? Est-ce que quand on a 500 étudiants, est-ce que quand on a 2000 étudiants, on est déjà en présence d'un MOOC? Peu importe. Open peut vouloir dire aussi plusieurs choses différentes. Ça peut vouloir dire simplement qu'il y a une gratuité d'accès, que le contenu du cours est ouvert au sens qu'il n'est pas soumis à des restrictions de diffusion, par exemple, ainsi de suite. Online, oui, bien sûr, le cours est fourni sur une plateforme sur le web, mais est-ce que ça veut dire forcément que, par exemple, les participants ne sont pas tous finalement rassemblés dans un seul lieu? Est-ce que quand on a un cours en ligne, mais lié à une institution et qui n'a donné qu'au monde de ces institutions, est-ce qu'on parle encore d'un MOOC? Et puis, course, évidemment, donc le fait qu'on peut, d'une part, avoir un cours au sens classique où il se trouve dans le calendrier académique à un moment donné, ou avoir des cours finalement qui ont la porte ouverte toute l'année et que les gens rentrent et sortent quand ils le souhaitent. C'est 2 modalités aussi de MOOC qui existent. On oppose souvent le MOOC d'ailleurs au SPOC, qui est le Small Private Online Course. Bon voilà, c'est juste pour vous dire que en fait le MOOC apparaît finalement comme une évolution des expériences dans les SPOC, où on utilisait des ressources internet, etc., vidéo, multimédia, dans le cadre des cours qui existaient déjà, donc des cours présentiels, et on a essayé d'élargir, augmenter l'échelle de ces cours-là. Et on ajoute parfois le petit préfixe X MOOC ou C MOOC pour parler donc soit d'un MOOC qui est essentiellement une extension du cours en auditoire, ou les CMOOC qui sont en général des cours axés sur la connectivité entre les participants. Donc il y a des MOOC qui vont vraiment accentuer l'aspect production collective d'un travail par exemple, ou d'un document, etc. Et d'autres cours qui sont plus ou moins un cours en auditoire transposé sur une scène globale, mondiale. Voilà. Alors,
on connaît nombreuses plateformes aujourd'hui. Nous, on travaille avec edX, mais il y a bien sûr Coursera, iVersity, Udacity, FutureLearn. Et là, je ne regroupe que certaines institutions qui, elles, ont plus ou moins les mêmes types de vocations, c'est-à-dire de fournir des cours plus ou moins ouverts à tout le monde. Alors le business model va être un peu différent, certaines de ces plateformes vont assez rapidement imposer des modalités payantes, etc. Ce n'est pas le cas d'edX pour l'instant, et je pense que c'est dans l'ADN de cette plateforme edX de ne pas fournir le service de base en formule payante. L'idée, c'est qu'on veut donner accès à, en tout cas, un très grand nombre de cours sous une modalité non payante. Alors après, il y a des éléments additionnels pour lesquels on peut payer, et on reviendra tout à l'heure, mais c'est notamment au niveau de la certification. C'est la seule différence entre le diplôme normal et un diplôme vérifié, c'est que pour l'un, on doit payer quelque chose, et pour l'autre, rien du tout. Alors, edX, ce n'est pas juste cette plateforme en ligne sur laquelle la plupart, enfin ceux qui ont fait un cours sur edX l'ont fait sur cette plateforme, c'est-à-dire ils vont sur edX.org, c'est un site web, et dans ce site web, il y a un catalogue d'environ 600 cours à disposition des étudiants. Alors bon, edX.org est sans but lucratif, il est aussi open source, et ce site-là héberge des cours directement. Donc il prend en charge l'hébergement et le contrôle de toute la circulation d'informations. Et par ailleurs, il garde cette information, ce qui pose problème à certaines institutions, notamment certaines institutions françaises qui ont enquêté sur la possibilité de participer à la plateforme, ou McGill, par exemple, qui n'a pas voulu que les données de ses étudiants soient dans un répertoire aux États-Unis. Donc, ils ont préféré passer un accord particulier avec edX pour s'assurer que les serveurs restent au Canada, etc. Bon. edX promeut évidemment le catalogue d'offres qu'il a, et c'est edX qui produit les certificats des cours qui sont disponibles sur cette plateforme. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle OpenEdX, qui est un projet collaboratif entre plusieurs institutions pour produire une version libre du logiciel sur base duquel fonctionne la plateforme edX, edX.org. C'est-à-dire un logiciel qu'une université n'importe où dans le monde, ou une entreprise n'importe où dans le monde pourrait télécharger, installer gratuitement et organiser des cours en interne sans devoir payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et l'idée, comme pour beaucoup de ces projets open source, comme Firefox par exemple, c'est qu'il y a un produit de base qui est accessible à tous, et qu'après, chacun peut modifier ce produit de base, peut ajouter des add-ons qui permettraient certaines fonctionnalités additionnelles, etc. Donc il y a une liberté d'utilisation du logiciel, de modification du logiciel, mais aussi une possibilité de faire un peu, de sélectionner certains éléments qui sont produits par d'autres institutions, par exemple. Ces modules complémentaires dont je parle ici. Et par contre, quand on télécharge ce logiciel, il est sur nos serveurs, et edX, donc Harvard, MIT, n'ont aucun rôle dans la gestion du fonctionnement, et si vous avez tout d'un coup 10 000 accès simultanés, c'est à vous d'assurer que ça puisse passer, du point de vue technologique. Hein. Et par ailleurs aussi, un projet qui tourne sur OpenEdX va devoir organiser la certification lui-même. Donc ce n'est pas edX, encore une fois, la plateforme sur le web, qui va imprimer ou produire ce certificat quand vous téléchargez ce logiciel et vous le faites vous-même. Et donc aujourd'hui, simplement pour vous dire en 2 mots, OpenEdX existe en 14 langues, est utilisé dans 20 pays. Il y a 120 variantes du logiciel, donc des instances du logiciel de base. Il y a 130 universités, entreprises ou autres institutions qui l'utilisent pour produire des contenus éducatifs en interne. Et ils ont plus ou moins 800 000 apprenants. Alors évidemment, c'est un peu difficile d'avoir des statistiques précises puisque c'est un usage privé. Donc, voilà, c'est vraiment les informations qu'ils ont. Voilà. Alors, sur la plateforme edX, l'objectif, le public cible d'edX finalement est variable, c'est-à-dire on imagine évidemment les étudiants universitaires, donc là vous voyez il y a Earn a University Credit, donc il y a des universités qui accordent vraiment des crédits pour la participation sur un MOOC, idem pour les écoles secondaires,
il y a la possibilité donc, de chercher à maîtriser un sujet, donc il y a des séries de cours les uns après les autres, et que vous pouvez obtenir une certification d'ensemble pour cette série-là. Et là, c'est évidemment plutôt dans le contexte professionnel qu'on va essayer de valoriser ce genre de formation. Et également simplement la possibilité d'obtenir un certificat à titre individuel. Et alors là, il y a la version vérifiée du certificat qu'on peut vraiment prouver à l'employeur potentiel. Par exemple, c'est bien nous qui avons fait ce cours-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui se cachait derrière cet identifiant. Bon, voilà. En termes de chiffres, j'ai juste voulu reproduire ici les cours les plus populaires sur edX à l'heure actuelle. Sont ces cours qui sont listés dans la boîte à droite, et ils ont 420 000 inscrits par exemple pour le cours d'introduction à Computer Science de Harvard X. La fondation Linux a un cours avec 375 000 étudiants inscrits. Donc ça c'est les records, si vous voulez, d'inscription. Et ici on est clairement dans un exercice d'augmentation d'échelle. Mais vous voyez, la plupart de ces cours avec des grands auditoires, si vous voulez, sont des cours en informatique, et une raison très précise pour cela, c'est qu'on peut apprendre à des machines à corriger le code. Donc quand les étudiants écrivent leur code comme des exercices dans le cadre de ces cours en informatique, ben, il y a une machine qui peut corriger cela automatiquement. Évidemment, dès qu'il s'agit de faire une correction ou une évaluation un peu plus personnelle, c'est difficile de demander à une machine de corriger un essai de 2 pages sur un sujet complexe, etc. On y reviendra. Les institutions partenaires, bon, vous savez, ça commence avec MIT et Harvard, et puis plusieurs autres institutions sont progressivement associées. Ici en Belgique, il y a à l'heure actuelle l'UCL et la KU Leuven. La KU Leuven, qui en droit vient d'ouvrir son premier cours sur l'Union européenne et les droits de l'homme, ce cadre ici. Mais il y a bien sûr des institutions non universitaires comme la Banque interaméricaine de développement, Amnesty International, Microsoft, Linux et le Fonds monétaire international qui utilisent la plateforme pour former des gens un peu partout dans le monde. Je vois bien par exemple le Fonds monétaire qui, au lieu de faire venir des experts de différents ministères de la Finance, organise des formations à distance pour déjà plus ou moins préparer ou déblayer le terrain avant qu'il y ait des échanges ou des missions entre les pays, etc. Par exemple. Voilà. Alors, l'offre juridique sur edX est assez limitée. Je pense que le premier, si pas le premier, un des premiers, était justement le cours d'Olivier de Scutter, International Human Rights. Première édition a eu lieu en février 2014, deuxième en février 2015. Mais vous voyez, il y a donc maintenant, c'est la deuxième édition maintenant de International Law de Pierre d'Argent, aussi c'est chez Louvain-X, le nouveau cours de la KUL, The EU and Human Rights, et puis Harvard qui propose le droit des contrats, et l'Université de Pékin qui offre un cours en droit pénal international. Voilà, l'offre se diversifie. Il faut dire edX n'existe que depuis quelques années, donc depuis 2013, si mes souvenirs sont bons. Donc l'offre augmente assez rapidement. Alors, comment ça s'est passé, le processus avec Louvain? Voilà, simplement, il y a eu des contacts entre edX et certaines personnes dans l'administration centrale. Louvain a obtenu un mécénat privé, une somme considérable, qui a permis donc de lancer, pendant en tout cas une période initiale de 3 ans, les 11 MOOC, qui seront 19 MOOC bientôt, pour l'UCL. Le cadre juridique est assez simple. Il y a un contrat ou un accord type entre edX et l'institution académique, et puis pour chaque cours, il y a un accord entre l'université et le professeur. Et notamment, ces accords-là cherchent à régler des questions de propriété intellectuelle, des droits du créateur une fois que le cours est en ligne, et aussi des règles concernant le partage des bénéfices entre les différentes institutions. Parce que comme je disais, par exemple, il y a des formes de certification qui sont payantes, et pour ces formes de certification qui sont payantes, une partie de l'argent est retenue par edX, une partie va à l'institution, et l'institution, elle, divise ses bénéfices entre l'enseignant, la faculté, donc à Louvain, et l'administration centrale de l'université. Voilà. Mais ça, évidemment, c'est à chaque institution, je suppose, d'organiser comme il le souhaite. Les moyens mis à disposition de chacun des cours créés à Louvain est relativement modeste. Donc, on a eu un budget qui permettait
l'engagement d'un assistant à mi-temps, en ce cas moi, et les frais de production pour la première année, environ 10 à 15 000 euros pour acheter du matériel, des caméras, matériel audio, et éventuellement payer des animateurs ou des graphistes, etc., pour produire des vidéos de meilleure qualité. Et puis une équipe de soutien à l'IPM, qui est donc l'Institut de pédagogie universitaire et de multimédia de Louvain. Cette équipe, c'est peut-être un grand mot, puisqu'au début, il y avait une seule personne qui devait encadrer tous les MOOC. Aujourd'hui, ils sont 3, heureusement, et donc 2 personnes vraiment consacrées à l'aide à la création, et un vidéaste qui est là vraiment pour assurer l'enregistrement, etc. Alors, l'engagement originel de l'UCL, c'est pour une période de 3 ans, en tout cas pendant 3 ans, créer des MOOC, et puis, aussi longtemps que possible, continuer à les entretenir, parce qu'il y a un coût, rien que pour le maintenir en fonctionnement, parce qu'il faut des gens pour suivre le cours, répondre dans les forums, etc. etc. Données quantitatives, je voulais juste faire une sorte de mise en échelle des différents acteurs. Donc, au niveau de DX, dans son ensemble, on est à 5 millions d'utilisateurs individuels, mais 12 millions d'inscriptions individuelles à des cours différents. Donc un même utilisateur peut s'inscrire à plusieurs cours, évidemment. Ils offrent environ 600 cours, et la plupart de leurs apprenants viennent des États-Unis, environ 30%. L'Inde est le 2e pays, le Royaume-Uni le 3e, le Brésil et la Chine. Donc, Royaume-Uni, Brésil et Chine, tous à plus ou moins 4% public. Le niveau éducatif de ces apprenants est une faible partie d'écoliers, donc jusqu'au secondaire, 4%, des personnes avec un niveau universitaire, 27%, et puis des personnes qui s'autodécrivent en éducation continue, donc c'est un peu difficile de décoder ce que ça veut dire, 69%. Donc ce n'est pas une plateforme utilisée essentiellement par des étudiants. C'est une plateforme utilisée essentiellement par des professionnels, des personnes qui cherchent une formation additionnelle après avoir quitté une université ou alors à la place d'avoir suivi un cours universitaire. L'âge médian, je ne savais pas si c'était le bon terme en français, mais je pense que c'est bien celui-là. Moyenne. C'est pas la même chose. C'est pas la moyenne, non, c'est la médiane. Donc l'individu au milieu de la distribution, voilà, est de 30 ans. Donc, là encore, pas un étudiant universitaire classique. Et le taux de réussite dans un cours LDX varie énormément selon les modalités d'évaluation, etc. Ça commence à 5%, c'est le cas par exemple pour International Human Rights, c'est assez faible par rapport au nombre total d'inscrits, 5% obtiennent un certificat, mais il y a des cours pour lesquels les règles d'évaluation sont plus souples, où par exemple on mesure essentiellement la participation des apprenants, et là les taux de réussite sont beaucoup plus élevés. Au plan de Louvain-X dans son ensemble, là on est à 155 000 inscrits jusqu'à présent, dont 30 000 qui sont ce qu'on appelle des apprenants actifs, c'est-à-dire des gens qui non seulement sont inscrits à un cours, mais qui ont effectivement essayé de suivre le cours. Et parmi ces 155 000, il n'y a que 3 500 qui sont de l'UCL. Donc les étudiants UCL ne font qu'une toute petite partie du public de l'EDX. On a 11 cours à l'heure actuelle, mais on devrait avoir 19 à la fin de cette année. Et en termes de taux moyen de réussite sur ces diplômes, enfin sur ces cours proposés par Louvain, on est à 8 650, ce qui correspond plus ou moins à 7% du nombre d'inscrits. Mais 40% des inscrits actifs, par contre. Donc si les étudiants, les apprenants résistent à la première semaine, en général, ils ont de meilleures chances de réussir. La chute dans le nombre de personnes actives, en général, se donne vraiment dans la première semaine. Il y a des gens qui viennent juste pour voir à quoi ça ressemble. Ils font 2-3 exercices, ils disent « bon, maintenant j'ai une idée et je pars ». Il y a par contre, là, plus ou moins 40% des personnes qui sont actives dans le cours qui vont plus ou moins aller jusqu'au bout et réussir. Et pour le cours pour lequel j'étais chargé, donc Louvain 2X, donc le cours International Human Rights, on est à 27 000 inscriptions sur les 2 éditions du cours, 3300 étudiants actifs sur les 2 éditions du cours également. Là, le public est un petit peu différent du public général d'AIDEX. Il y a moins d'Américains,
moins d'Indiens aussi, beaucoup de gens du Royaume-Uni et du Brésil et du Canada. La Chine n'est pas parmi les plus grands consommateurs de cours en droits de l'homme à l'heure actuelle. Et au niveau de la composition, c'est-à-dire le niveau éducatif des étudiants, des apprenants, là aussi, encore une fois, on a un public caractérisé par des gens qui ont au moins un diplôme universitaire ou plus, un diplôme post-universitaire pour 33% des étudiants. Âge médian, plus bas que celui d'EdX, mais plus haut pour ceux qui terminent le cours, qui obtiennent leur certificat. Voilà, et comme je disais, on a un taux de réussite de 5% dans le grand public, si vous voulez, mais 43% de ceux qui continuent, de ceux qui sont actifs. Alors, comment créer un MOOC? Deuxième point de cet exposé. D'abord, il faut partir d'une conception globale du cours que le créateur veut présenter. En général, on encourage les créateurs à construire des cours d'une durée limitée, 6 à 8 semaines étant le chiffre généralement utilisé par edX. Apparemment, au-delà de 8 semaines, le décrochage devient beaucoup trop important. Il y a des exceptions, il y a des cours qui ont continué à ajouter des modules progressivement, il y a des cours comme ChinaX qui ont continué, voilà, et qui fonctionnent. Mais bon, peut-être parce que c'est le génie de ce créateur en particulier, peut-être parce que c'est le thème qui est très intéressant, mais de manière générale, on dit un cours individuel, comme ça, devrait durer de 6 à 8 semaines. Le niveau de difficulté proposé, en général, est un niveau sans prérequis. Alors, je dois dire, par exemple, dans le cours International Human Rights, ce cours devait remplacer, plus ou moins, le cours que les étudiants allaient avoir, normalement, avec M. Discuter. C'est un cours de Master 1, donc 4e année de droit. Alors, dire qu'il n'y a pas de prérequis pour un cours de Master 1, c'est un peu faux, finalement. Mais, on expliquait clairement dans la page à laquelle on est dirigé quand on veut s'inscrire, on disait clairement, vous ne devez pas avoir de connaissances a priori en droit, mais si vous n'avez aucune connaissance du droit, ça va être plus pénible. Comme ça va être plus pénible si vous parlez moins bien l'anglais. Donc il y a 2 critères pour que ce soit un peu plus facile, avoir fait un peu de droit et parler l'anglais. Voilà. Je ne sais pas, il y a un ancien étudiant qui pourra peut-être tout à l'heure nous dire un petit peu plus s'il trouve que le niveau de difficulté du cours en ligne en tant que tel était suffisant, insuffisant. Il y a aussi une possibilité de créer des cohortes, chose qu'on n'a pas essayé dans les 2 premières éditions du cours, c'est-à-dire créer une version avancée du cours, avec des contenus qui ne sont accessibles qu'aux étudiants, par exemple, de l'UCL, ou les étudiants qui choisissent, par exemple, la modalité plus dure, la modalité avancée du cours. Alors, dans cette conception globale du cours, il faut aussi, dès le début, imaginer quel est le rapport qu'on souhaite avoir entre le cours en ligne et le cours présentiel. Et dans le cas de International Human Rights, on a essentiellement élargi le public d'un cours plus ou moins classique. Il y a des présentations par le professeur, des exercices, des lectures, etc. Mais on n'a pas, par exemple, accentué énormément toutes les activités connectées. Créer une communauté, développer en communauté certains contenus collaborativement. Tout ça, c'est des aspects qu'on a considérés moins prioritaires dans la construction du MOOC. Alors, la scénarisation est un élément important de la création, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte de plan global, et ce plan global a l'air vraiment d'un scénario de film, c'est-à-dire on construit scène par scène, on imagine exactement dans quel ordre les étudiants vont rentrer en contact avec certaines choses, on doit se mettre à leur place constamment. Il n'y a pas la possibilité qu'on a en auditoire de voir les expressions faciales des étudiants et se dire « Ah, ils ne comprennent rien, il faut que je fasse marche arrière ou que j'explique quelque chose un peu mieux ». Dans le MOOC, tout ça doit être intégré à l'avance, parce que c'est très difficile de corriger le tir une fois que le cours est ouvert. Donc, cette scénarisation et le fait d'organiser et enchaîner les différents médias utilisés d'une certaine manière est le grand défi, en fait, dans la création du MOOC. Au fond, on n'est pas, disons, génétiquement constitué en tant que juriste à penser à ces choses-là d'une manière tout à fait
explicite. C'est pas moi qui ai construit le cours seul, donc il faudrait demander à M. de Scutter ce qu'il a pensé de cet exercice. Lui, il s'est basé sur un livre. Il avait son casebook en droit international des droits de l'homme publié chez Cambridge University Press, et il a essayé d'adapter l'ordre, la structure du livre pour le cours. Mais après, évidemment, c'est un livre qui a 1000 des pages, et le cours devait être contenu en 6 ou 8 semaines et être accessible à un public généraliste. Donc voilà, c'était assez difficile. Et je pense qu'il y a des passages du cours qui sont plus réussis que d'autres en termes de scénarisation, justement. En général, il y a une préférence dans la conception du cours aussi, une préférence pour des contenus courts. Et ça veut dire à la fois pour des lectures sur écran, ou des vidéos, ou des podcasts, enfin voilà, des fichiers audio. On part du principe que les apprenants n'ont pas énormément de capacité de concentration, ou ne sont pas forcément dans un environnement qui s'y prête, et donc ils doivent pouvoir avoir accès à des petits bouts d'informations à la fois, et il ne faut pas les enchaîner les uns après les autres, il faut qu'à chaque fois, il y ait un contenu exposé, disons, et des possibilités d'interaction, juste après. Que ce soit discuter quelque chose dans un forum, que ce soit répondre à quelques QCM pour essayer de voir si on a eu les bonnes intuitions après avoir essayé d'assimiler un certain contenu. Voilà. On vise en général à une charge globale de travail de 4 à 6 heures par semaine, ce qui est faisable pour quelqu'un qui a un travail à temps plein et qui ferait ça par exemple 2-3 soirées de la semaine. En réalité, pour nous, je pense que c'est raté. Je pense qu'on a mis la barre un peu plus haut, en tout cas pour ceux qui ne sont pas juristes. Même les juristes, on a eu des témoignages dans le sens qu'ils mettaient beaucoup plus de temps que ça, pour réussir, disons, compléter les exercices d'une semaine, par exemple. Voilà. La structure du cours, je vais vous expliquer dans un instant comment le cours est structuré, mais en gros, c'est des chapitres, des sections, des sous-sections, etc. C'est un peu une table de matière de livre, finalement, c'est comme ça que ça se présente. Mais après, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une granularité limitée. J'ai utilisé ce mot sans savoir s'il y aurait du sens pour vous. Mais en gros, on ne peut pas diviser les unités à l'infini. C'est-à-dire qu'il y a un niveau minimum. Enfin, les composantes HTML, les composantes vidéo sont la taille minimum d'un bout d'information qu'on met dans le cours. Et on ne peut pas diviser les sections, les chapitres, en 17 sous-sections. C'est pas possible. Donc, le tout doit être structuré d'une manière plus ou moins compacte. Et une conséquence de cette granularité, comme je dis, c'est que certaines fonctions du logiciel opèrent à un niveau particulier de la structure. Donc, le type d'exercice qu'on peut mettre dans une section, dans une sous-section, doit être le même partout. On ne peut pas mélanger deux sortes d'exercices. Donc, si on veut introduire une autre forme d'exercice, il faut passer une autre sous-section, ce qui veut dire diviser la matière et la présentation de la matière. Donc tout ça doit être considéré quand on crée. Alors, on essaie d'éviter deux choses quand on construit le cours, mais je pense qu'on n'a pas toujours succès dans cet effort. On évite de faire la simple reproduction du cours en auditoire, c'est-à-dire filmer le prof pendant 2 heures et puis poser des tas de questions. Ça ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire qu'en général, on prend une présentation de 2 heures, on la découpe en plusieurs segments de 5 à 8 minutes de vidéo, on les structure d'une certaine manière, on les met dans un ordre particulier, on pose des questions pour lancer la prochaine vidéo, pensez à ceci, répondez à cela, et alors maintenant une vidéo dans laquelle on discute cette question-là. Et vous verrez pourquoi vous avez eu raison ou tort, etc. Bon. On essaie aussi d'éviter le livre interactif, c'est-à-dire une version juste un peu électronique d'un livre qu'on lirait. Ah oui, on a une version un peu hypertexte, on peut passer d'ici à là. J'ai quelques QCM que je peux répondre, mais finalement c'est essentiellement lire un livre de 200 pages en ligne. Bon. C'est pas le modèle, il faut effectivement chercher à créer des options d'interaction beaucoup plus humaines que la simple interaction avec des questionnaires, etc. Il faut aussi réfléchir, et c'est un élément difficile de la structuration de cours, à la cadence de l'interaction, c'est-à-dire combien de fois on sollicite l'action des apprenants.
que ce soit en termes d'un simple QCM, que ce soit en termes de leur demander d'écrire une opinion étayée par des motifs particuliers sur une question plus ou moins large. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait de l'interaction, il ne faut pas qu'il y en ait de trop non plus. Trouver le bon équilibre, c'est difficile. Et alors, le tout, enfin, se résume dans cette idée que j'avais déjà un peu évoquée avec la notion de scénarisation, de créer pour chaque message principal d'une leçon une séquence d'apprentissage. Cette séquence d'apprentissage mélange différents médias, donne des opportunités d'interaction, idéalement différentes formes d'interaction, c'est-à-dire une interaction qui est corrigée par la machine, une interaction qui n'est pas corrigée du tout, mais qui simplement permet aux apprenants de se parler entre eux, d'exprimer leurs angoisses par rapport à ce qu'ils viennent de lire, d'exprimer leur mécompréhension, etc. Alors voici, pour illustrer un petit peu, j'avais choisi de prendre une unité, enfin une unité dans le cours International Human Rights. Vous voyez qu'il y a donc un plan global, une barre horizontale tout en haut qui reprend les sections transversales du cours. C'est là qu'on trouve l'accès aux informations générales sur le cours, le syllabus, les matériaux de lecture, etc. Puis il y a une colonne à gauche, une colonne qui reprend vraiment la table de matière du cours. Et alors, donc, le contenu du cours se déroule de cette manière-là, du haut vers le bas. On fait la section 1, la sous-section 1.1, etc. Puis on passe à la section 2, etc. Alors, chacun de ces grands intitulés sont des sections. Je suis désolé, on ne voit pas beaucoup, puisque j'ai choisi le bleu. Donc, les grands chapitres sont ces sections-là, que quand on appuie dessus, ça déroule. Voilà. Et ici en bas, donc, tout ceci sont des sous-sections de la première section, et chacune indique, par exemple, quel type d'exercice est contenu dans la sous-section, pour quel délai ces exercices doivent être complétés, et ainsi de suite. Et puis, au sein de cette sous-section-là, il y a un nombre limité d'unités, qui sont ces petites icônes sur cette barre horizontale. Et chaque unité peut être de manière prédominante des éléments vidéo, des éléments texte, etc. Et dans une même unité, il va y avoir différentes composantes, comme ici, il va y avoir un composant HTML, un petit texte écrit qui explique ce qu'on va voir juste après, et puis une composante vidéo. Donc voilà, pour tous les aspects du cours, on construit de cette manière-là, en mélangeant des composantes différentes dans des unités qui sont elles-mêmes structurées dans des sous-sections, etc. Bon, voilà. Alors, en ce qui concerne l'interaction, il y a évidemment des limites à ce qu'on peut faire dans les formes d'interaction actuelles. Il y a notamment les discussions, donc des lieux où les étudiants peuvent écrire ce qu'ils veulent, réagir à ce que les autres étudiants ont écrit. Dans notre cours, on a essayé d'organiser les discussions parce qu'on était 2 personnes pour suivre toutes les discussions tout au long du cours. Et on s'était dit, on va créer des forums et on va limiter la possibilité de créer des discussions en dehors de ces forums pour que notre attention soit concentrée dans quelques forums spécifiques. Et donc on avait des lieux où les étudiants étaient appelés à poser leurs questions sur le contenu ou indiquer s'il y avait des problèmes d'accès à des documents, etc. Et des débats thématiques. Donc voici comment appliquer le principe de proportionnalité dans un contexte particulier. Voici un exemple d'un contexte. Que pensez-vous que le juge devrait faire? Voilà, des choses de ce genre. Puis, il y a aussi une option d'interaction un peu plus indirecte qui est l'idée d'avoir des projets collaboratifs au sein du MOOC. Et donc, nous, on a structuré dans le MOOC une page wiki, c'est pas Wikipédia, c'est une page wiki spécifique au cours dans laquelle on appelait par moment les étudiants à compléter une page ou contribuer quelque chose à une page, et donc construire collaborativement un contenu. Donc, il devait, par exemple, je me souviens d'un exercice en particulier, il y avait 6 extraits de jurisprudence sur la notion de jus commune, en droit international des droits de l'homme. 6 versions différentes, 6 applications du concept de jus cogens par des différentes juridictions. Et on demandait aux étudiants de choisir parmi ces jurisprudences une et faire une sorte de résumé. Et alors, ils devaient tous faire le résumé sur la même page wiki. Donc petit à petit, cette page wiki était complétée par la participation de différents étudiants. Évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, le travail collaboratif est très très difficile à construire
dans un contexte pareil, où les gens ne se connaissent pas, et en plus où le média n'est pas facile à comprendre. Donc, les étudiants voulant ou sans vouloir effacer ce que les autres avaient écrit, ou faisaient le copier-coller et mettaient des énormes blocs d'informations. Personne, évidemment, ne faisait le travail éditorial. Il y a des pauvres apprenants qui ont essayé de faire ça, mais puis après, ça ne marchait pas parce que quelqu'un d'autre venait après et effaçait. Bon, voilà. La sagesse de la foule a ses limites. Donc, bon, voilà, le wiki ne fonctionnait pas dans ce contexte. Mais par contre, dans d'autres cours que j'ai suivis, notamment un cours sur la création de jeux de but éducatif, on préconstituait des groupes et on donnait des tâches de collaboration dans le cadre de ce groupe-là. Chaque groupe avait un projet, on va développer un logiciel éducatif et on se mettait ensemble. Moi, je ne suis pas programmeur, enfin codeur, mais un tel, je suis illustrateur, donc moi je vais produire les éléments graphiques du jeu, l'autre va produire le code du jeu, l'autre va tester le jeu, etc. etc. Et alors, donc comme on préconstituait les groupes et qu'on les mettait ensemble avant et qu'ils devaient collaborer sur un projet partagé, bon, ben, ça a fonctionné un petit peu mieux. Je ne sais pas dire à quel point ça marchait, mais bon, en tout cas, ça marchait un petit peu mieux. Mais ce cours-là, qui était un cours de MIT, je pense, ils ont construit leurs propres outils de collaboration et de discussion. Donc, ils n'ont pas utilisé les forums de edX, ils ont créé leur propre forum qui permettait d'organiser l'information un peu différemment, c'était un peu mieux. Nous n'avions pas des codeurs, des informaticiens pour faire ça. Donc on a utilisé le produit de base d'edX. Voilà. Une autre forme d'interactivité, c'est les enquêtes. Bon, vous voyez plus ou moins, on pose une question, on vous dit, vous pensez que c'est plus juste de faire ceci ou de faire cela. On donne son vote et on voit le résultat commun, et puis il y a une discussion dans laquelle on peut discuter pourquoi on a voté de telle ou telle manière, etc. Et puis les live Q&A qu'on n'a pas du tout utilisé dans le cadre du cours International Human Rights, mais que Fanny et Pierre Bargeon utilisent au moins 5 fois, c'est ça 4 fois, voilà, dans le cours. C'est-à-dire, les étudiants viennent à un Google Hangout, plus ou moins, ils posent des questions au professeur. Alors, il y a des questions qui ont été posées à l'avance dans des forums. Le prof commence à répondre à ces questions-là, et puis les gens réagissent en temps réel, et bon, s'il a l'opportunité, il rebondit sur une réponse, par exemple, en fonction d'une follow-up question d'un étudiant, par exemple. Et le live Q&A vise à créer une sorte de sens de communauté. On est tous en même temps en synchronie dans une même salle en train de poser des questions et réagir aux réponses. Mais de toute manière, la vidéo reste disponible en ligne pour ceux qui n'auraient pas pu participer, mais qui peuvent au moins voir les questions et les réponses plus tard. Donc c'est une manière d'adresser les questions des étudiants. Voilà. Alors évidemment, l'interaction se donne entre l'équipe enseignante et les apprenants. Elle peut se faire entre les apprenants et les assistants qui sont issus de la communauté, parce que parfois on sélectionne des participants particulièrement engagés pour répondre à leurs collègues. Et puis, chez nous, c'était surtout ça, c'était des dialogues entre apprenants eux-mêmes. Voilà. Alors, le manque d'interactivité est un obstacle, évidemment, pour un cours juridique, ça pose pas mal de problèmes, mais justement, il y a des solutions, mais c'est des solutions techniquement un petit peu plus compliquées à mettre en œuvre, et notamment, je voulais attirer votre attention sur un modèle expérimental qui a été utilisé pour la première fois par un MOOC de Harvard, qui s'appelle JuryX. Donc c'est apprendre à délibérer, et discuter la délibération dans le cadre d'un jury simulé sur différents sujets. Et alors, ils ont développé une plateforme et qu'ils ont mis à disposition de leurs étudiants. C'est une plateforme qui s'appelle UnHangout, et ici j'ai juste une image de ceci. Donc dans une sorte de hall d'entrée, il y a toutes ces personnes sur la colonne droite, toutes les photos correspondent à des personnes individuelles qui sont dans la salle. Il y a un débat centralisé autour de cette vidéo dans lequel l'enseignant explique ce qu'il espère que les étudiants discutent dans les différentes salles de discussion. Et puis vous pouvez rejoindre une des 3 salles, qui a pas, enfin ici on ne voit que 3, mais bien sûr il y a plusieurs dizaines des salles. Il y a un maximum de 12 participants dans chacune de ces salles, et vous rentrez avec votre vidéo et votre micro, et vous vous retrouvez face à des inconnus, et vous discutez le cas, par exemple, voilà, une affaire particulière, ou discutez si Julian Assange est un criminel ou un héros, etc. Bon, ben voilà. Et vous devez délibérer entre vous, essayer d'arriver à un verdict. Et après cet exercice, chacun remplit un petit formulaire à la fin en disant oui, on a atteint un verdict commun,
favorable ou défavorable, par exemple. Non, on n'a pas réussi à obtenir un verdict. Et pourquoi? Chacun dit pourquoi il imagine qu'on n'a pas réussi à trouver un verdict. Et donc, c'est une activité synchronique, tout le monde doit être là au même moment, mais on peut offrir, par exemple, plusieurs horaires différents, avec plusieurs halls d'entrée différents. Donc, si vous êtes disponible jeudi de 18 à 20 heures, il y aura un hall dans lequel vous pouvez rentrer, trouver d'autres personnes qui sont disponibles à cet horaire-là, recevoir les instructions communes, et puis passer dans des salles de discussion séparées. C'est un peu ce qu'il y a à la pointe aujourd'hui en termes d'utilisation des modes d'interaction plus modernes, plus personnels aussi. Mais je ne sais même pas comment on le met en œuvre dans le cadre des Dix. Donc il faudrait demander déjà à Harvard si on peut utiliser leur service, à quel coût, s'il y a un coût, et puis voir techniquement comment le mettre en œuvre. Voilà. Sur l'évaluation, il y a beaucoup à dire aussi, mais je vais essayer d'accélérer pour qu'on arrive, comme j'avais promis, avant une heure. Il y a essentiellement une correction automatique, donc par la machine. Alors, en droit, ce sera souvent des QCM ou des vrais ou faux, des exercices de ce type-là, mais après, il y a deux manières différentes d'utiliser ces mêmes exercices. Il y a la manière classique, disons, qui est de simplement évaluer si les étudiants ont compris un texte, une vidéo, etc., donc des questions de contenu, ou alors, dans International Human Rights, on a essayé de faire quelque chose un petit peu différent, qui est une forme d'interactivité scriptée. En général, on posait une question aux étudiants qui n'étaient pas équipés par le contenu vu avant, ils n'étaient pas équipés pour répondre à cette question. Donc ils devaient se lancer un peu dans le vide, sans être sûrs de ce qu'ils allaient dire, à partir de leurs intuitions, à partir de tout ce qu'ils avaient compris jusque-là. Et alors, le plus important dans l'exercice se trouvait dans l'explication. Ils pouvaient avoir raison ou tort dans le choix qu'ils avaient opéré. Ils n'étaient pas punis de toute manière, parce qu'ils pouvaient changer d'avis autant de fois qu'ils voulaient. Mais visiblement, le fait d'essayer d'exprimer un avis et d'avoir le risque d'avoir tort ou raison tient à cœur à la plupart des apprenants. Ils avaient vraiment peur de rater un truc pour lequel il n'y avait pas de pénalité. Et donc, s'ils rataient, ou s'ils avaient raison, ils allaient lire l'explication qui expliquait en détail ce qui leur manquait avant. Est-ce que c'est une bonne stratégie pédagogique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça provoquait pas mal de discussions. Et je pense que les discussions en tant que telles, elles, servaient à une finalité pédagogique assez importante. Donc, un exemple? Bon, voilà, on a discuté un arrêt spécifique de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, des droits des peuples indigènes, et il y avait 4 ou 5 questions concernant cet arrêt. On n'avait lu qu'un extrait de l'arrêt, et on posait des questions sur cet arrêt. J'essaie de me souvenir spécifiquement d'une question. On dirait par exemple, est-ce que les juges avaient raison de décider de telle manière? Alors c'était oui parce qu'il y a une règle de Jus Cogens qui dit que, non, et alors peut-être qu'ils ne savaient pas tout à fait s'il y avait ou pas une règle de Jus Cogens sur ce sujet. Mais ils avaient déjà entendu parler de Jus Cogens auparavant, et donc pour cet exercice-là, ils se disaient, ben voilà, je pense que j'ai entendu ça dans la décision du juge, et je pense que c'est la bonne raison pour laquelle il aurait choisi telle ou telle solution à un problème juridique donné. Et il se peut qu'ils avaient raison, et dans l'explication, on va dire oui, le juge a fait ceci, mais en fait, attention, il n'y a pas vraiment... cette règle de Jus Cogens n'est pas reconnue universellement, c'est sujet à polémique, etc., etc. Et donc, en partie du dispositif de l'arrêt, vous demandiez de reconstruire le raisonnement. Oui, oui, voilà. Et on ne rendait pas explicite dès le début tous les aspects du raisonnement du juge, ni dans la question, ni en transcrivant, par exemple, 10 pages de l'arrêt. On prenait un extrait et on discutait à partir de cet extrait. Certains étudiants nous ont fait comprendre qu'ils trouvaient ça horrible, parce qu'ils étaient terriblement angoissés à l'idée de rater, même s'il n'y avait pas de pénalité. D'autres étudiants ont dit « Ah, j'avais jamais vu ça et je trouvais ça intéressant ». Parce que du coup, j'avais une hésitation avant de répondre, mais je savais que cette hésitation allait être dépassée après par l'explication. Et que j'allais découvrir quelque chose d'intéressant que je ne m'attendais pas. Donc, voilà. Un des étudiants ici présents pourra me dire si c'est vrai ou pas. Voilà. Il y a des formes d'évaluation par les pairs aussi. Et alors, il y a une forme, disons, stricte, qui est l'exercice avec peer assessment. Donc vraiment, vous rendez une petite copie, une page de texte sur une question particulière. Il y a une grille d'évaluation qui est fournie à l'avance.
Et d'autres étudiants vont évaluer votre texte. On a utilisé ça pour la deuxième édition. J'ai trouvé ça formidable, mais sur les 2000 participants actifs, il n'y a que 150 qui ont fait l'exercice. Ce qui veut dire que les gens ont encore très peur, ils n'ont pas le temps, simplement, d'écrire un petit texte. Ici, c'était sur la proportionnalité d'une mesure de restriction en droit fondamental. On donnait quelques critères d'évaluation et il devait dire, bon, voici, dans mon pays, on a limité la liberté d'expression de telle manière, voici la légitimité, la proportionnalité, la légalité de la mesure, j'estime que oui, que non, que c'était bien fait ou non. Et alors les étudiants entre eux se corrigeaient anonymement, donc vous ne savez pas qui vous a évalué, mais pour que votre travail soit évalué, vous avez besoin de corriger au moins 2 ou 3 copies des autres. Et avant de vous auto-évaluer en fait. Donc, vous voyez un texte corrigé, un exercice corrigé par les profs avec les explications, et puis vous corrigez 2 ou 3 travaux de vos collègues, et puis vous corrigez votre propre travail, vous donnez votre propre évaluation. J'ai une personne sur 150 qui nous a écrit pour dire « Ah, j'étais visiblement évalué par un imbécile, il n'a rien compris, etc. » Et bon, j'ai été voir, parce que je peux voir les explications, j'étais voir, et je suis revenu vers lui pour dire malheureusement, vos correcteurs avaient raison. Ils ont suivi la grille d'interprétation tout à fait strictement. Il y a des choses que vous avez oublié de dire, et c'est pour ça que vous avez perdu des points. Mais bon, on n'a plus râlé, bon, voilà. Mais bon, il y a des personnes qui se prêtent peut-être moins bien à ce genre d'exercice. Mais il y a des formes plus légères de peer assessment, une évaluation par les pairs. Par exemple, il y a des MOOC qui encouragent les personnes à produire quelque chose chez eux. Il y avait notamment un MOOC de cuisine qui invitait les gens à poster des photos de ce qu'ils avaient cuisiné. Et après, vous êtes évalué par la foule, c'est-à-dire vous postez votre petite photo de plat et les gens discutent. Il y a des études de cas dans un MOOC sur le développement où les gens discutaient, ah, je trouve votre étude de cas très intéressante parce que tels aspects, etc. Bon, donc il y a une discussion, mais vous n'êtes pas évalué sur base de cette discussion. Et puis, comme je disais, il y a la possibilité d'une évaluation par les pairs aussi dans le cadre des activités collaboratives. Donc, pour la deuxième édition du MOOC en droit de l'homme, on a essayé de construire des profils, des Human Rights Country Profiles. Donc, chaque personne décidait de travailler sur son propre pays, ou le pays de son choix en tout cas, et développer petit à petit, chapitre par chapitre du cours, un profil sur l'état des droits de l'homme dans son propre pays. Et l'idée, c'est qu'on le fait individuellement, mais après, on peut partager ce qu'on a fait sur une page wiki commune pour ce pays-là. Et alors, les personnes viennent voir ce qui est sur la page wiki et mesurent ce qu'ils ont eux-mêmes produit à la lumière de ce qui est sur la page wiki. Et donc, s'il y a des choses qu'ils ont oubliées, ils corrigent sur leur copie. S'il y a des choses que la personne qui a posté sur wiki a oubliées, eux, ils complètent la page wiki. Voilà. Donc, c'est une autre forme de participation et évaluation par les pairs. Voilà, il y a une politique de cotation globale, il faut fixer une note minimum pour réussir l'examen. Cette note s'applique à tous, donc on ne peut pas, par exemple, établir une règle spéciale pour les étudiants du CL, dire vous devez réussir avec 85% alors que le public général peut réussir avec 60%. Mais il n'y a rien de spécial par rapport à cette politique générale de cotation. Le certificat ne donne pas la note. Que vous ayez réussi avec 95% ou avec 61%, vous avez le même certificat. On ne vous donne pas, vous pouvez imprimer chez vous votre petite note pour votre satisfaction personnelle, mais la certification ne compte pas sur la note. Voilà. Les déroulements du cours, je vous assure, je vais être assez rapide sur les prochains points. Alors, il y a une différence fondamentale entre les cours qui sont périodiques, comme Human Rights, qui n'a lieu qu'une fois par an pendant 2 mois. Alors là, l'essentiel de l'effort est fait pendant ces 2 mois pour maintenir l'engagement de la communauté des apprenants, pour animer les discussions. On anime les discussions au sein du cours en ligne, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une page Facebook du cours, il y a un compte Twitter du cours, il y a Google+, etc. Et donc on essaie d'être un petit peu partout et rappeler aux gens, eh oui, le cours est en cours maintenant, vous devez le suivre, etc. Une partie importante, en tout cas pour la première édition, était aussi consacrée au troubleshooting, donc résoudre des problèmes, des coquilles, des choses qu'on a oublié de faire, de corrections techniques, etc. Et aussi, comme par exemple dans le cadre de International Law, des productions que j'appelle éphémères, puisque ce n'est pas une partie intégrante du cours, mais par exemple, ces séances de discussion avec le prof, c'est une production éphémère, ben, il faut être là le jour donné, il faut avoir l'équipement, il faut avoir son assistant à côté avec les questions, etc. Donc, voilà.
Et donc l'objectif principal de l'animation, du déroulement, une fois que le cours commence, c'est de maintenir le niveau d'engagement et aussi maintenir les apprenants tous groupés, plus ou moins tous dans le même chapitre. Pas avoir des gens au bout de la 5e semaine qui démarrent le cours. Parce que ça veut dire dépenser de l'énergie pour répéter des choses aux gens qui sont en première semaine, alors que la majorité des étudiants sont tous en 5e semaine. Et à côté de ça, il y a les cours qui sont permanents, sont les cours que vous suivez quand vous voulez, qui commencent quand vous voulez, qui terminent quand vous voulez. Notamment le cours International Human Rights à partir de l'année prochaine. Donc il y aura l'élection de février 2015, mais après, ce sera permanent. Donc toute personne pourra venir à n'importe quel moment s'inscrire dans le cours. Et alors évidemment, il n'y aura pas Mathias derrière le clavier à chaque instant en train de répondre à la moindre question. On va réduire le nombre d'opportunités d'échange, puisqu'il n'y aura pas forcément des gens au même moment pour faire une discussion. On va faire des rappels ponctuels pour leur dire attention, n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela. Il y a une interaction donc beaucoup moindre. Il y aura toujours l'aspect troubleshooting, mais donc ici le but principal c'est d'éviter le décrochage, éviter que les étudiants sont tellement solitaires, isolés dans l'expérience qu'ils se barrent ou qu'ils arrêtent. Voilà. Et aussi essayer de produire un sens de suivi et de progrès individuel. Une partie de la plateforme fonctionne déjà comme ça, parce qu'il y a la gamification, comme on dit, donc vous cochez des choses, vous voyez engranger des points, c'est comme Mario, vous voyez, donc tout le monde est très content. Mais bon, à un moment donné, cette expérience est quand même très, très solitaire, donc il faut essayer de trouver des manières de le faire un peu mieux. Voilà, quelle transformation pour, d'une part, les étudiants, ou les apprenants plutôt, et pour les enseignants. Bon, pour les apprenants, c'est le fait d'abord d'être présent devant un auditoire mondial. C'est vrai que pour beaucoup des étudiants UCL, je pense, c'était une première occasion de voir, et de débattre avec des gens en Afghanistan, au Ghana, etc. etc. Est-ce que ces échanges ont été particulièrement transformateurs? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'était une manière de voir comment d'autres cultures, d'autres langues, d'autres populations pensent sur le même type de sujet. Plus prosaïquement, c'est surtout une manière de transformer la manière dont on travaille. Donc on travaille plus en dehors du blocus. Donc il faut tout faire avant la section d'examen. On travaille tout au long du quadrimestre. On travaille toutes les semaines. C'est pas passer 4 semaines sans rien faire et puis tout d'un coup, dans un moment, un élan d'activité, essayer de faire 4 semaines de MOOC d'un coup. C'est pas facilement faisable. Et en tout cas, vous perdez beaucoup de l'expérience si vous le faites de cette manière-là. Donc, vous travaillez tout au long du semestre. Vous êtes actif pendant l'apprentissage, chose qui est souvent difficile d'assurer dans un cours en auditoire. C'est-à-dire qu'on vous demande votre avis tout le temps. Peut-être c'est la machine qui vous demande un avis, et que vous allez simplement gagner un petit point ici ou là, mais en tout cas, vous devez prendre des positions constamment. Et cela est partiellement transformateur, à mon avis. Vous êtes sollicité à écrire ou à s'exprimer dans les forums assez régulièrement. Donc souvent, en tout cas pour l'UCL, on vous demande un travail en fin de cours, etc., un travail vraiment réfléchi de 10-15 pages. Ici, on vous demande des contributions, des participations courtes, mais assez fréquentes. Il faut apprendre à discipliner son temps, donc ça veut dire différentes choses. D'une part, le MOOC fournit une énorme liberté aux participants, puisque vous pouvez arrêter le prof quand vous voulez, reprendre l'enseignement quand vous voulez, etc. Mais en même temps, il ne faut pas laisser accumuler. Donc il y a une autre discipline du temps qu'il faut apprendre. Et je trouve, en fait, qu'il y a plus de fréquentation sur un MOOC, même avec les étudiants présentiels, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne veulent pas aller en auditoire. Je ne sais pas, ils ont des difficultés de concentration, ils sont parmi 500 personnes, ça ne les intéresse pas. Donc ils préfèrent avoir des notes de cours d'autres gens ou travailler chez eux, individuellement. Ici, ils travaillent chez eux, devant leur ordi, et donc la fréquentation des étudiants inscrits dans le cours magistral à l'université est peut-être même plus importante qu'avant. Pour les enseignants, il y a vraiment beaucoup de changements. D'une part, il y a un énorme gain de temps avec les étudiants. C'est-à-dire, si vous ne devez pas passer votre temps à parler pendant 2 heures sur un sujet que les étudiants vont prendre des notes de manière diligente pour préparer leur blocus plus tard, si vous ne faites pas ça, vous libérez du temps avec les étudiants. Pour la première édition dans le MOOC, nous avions quelques séances présentielles qui finalement servaient plus à nous qu'à vous, je pense. C'est-à-dire que vous posiez relativement peu de questions sur le contenu, et nous, on vous posait énormément de questions sur « ça va le MOOC, ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut rendre ça plus compliqué, moins compliqué ? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas ?»
Donc, il y a du coup un gain de temps qui se transforme en une possibilité d'approfondissement en classe, c'est-à-dire, si on garde les séances présentielles, on pourrait développer des contenus avancés en présence des étudiants. Mais aussi, on pourrait simplement organiser d'autres activités, des activités complémentaires tout à fait en dehors. Donc, l'année passée, M. de Scuter a décidé d'utiliser le temps des étudiants pour des activités cliniques. Il a divisé la classe en 8 groupes. Chaque groupe a travaillé sur une thématique en association avec des organisations de la société civile, etc., pour développer un manuel sur une chose, un guide sur cela, présenter un amicus curiae sur l'affaire Nestlé devant un cours européen de droits de l'homme, et ainsi de suite. Ou alors, par exemple, organiser des travaux pratiques à la place des cours magistraux. Et nous, par exemple, en droit international, pour l'instant, on est en train de mettre en place de nouveaux travaux pratiques qui s'appuient vraiment beaucoup sur le MOOC. Donc, vous faites le MOOC et on vous pose des questions et on vous présente des situations problématiques en lien avec ce MOOC. Donc, on essaie de valoriser la connaissance du MOOC en temps réel. Puis, il y a la possibilité d'une pédagogie plus active en classe, puisque théoriquement, les étudiants ont fait leur boulot avant de venir. Bon, ben, ça permet de discuter des études de cas, de faire des discussions d'études de cas, ou par exemple, traiter que les questions qui n'ont pas pu être adressées par d'autres moyens. Il y a un prof, je pense, en stratégie, à Louvain, qui pose 50 questions, je pense, par mail à ses étudiants, et ils doivent répondre en classe à ces questions, passer la question à leur voisin qui vérifie si la réponse est bonne ou s'il est d'accord avec la réponse. Et il n'y a que les réponses pour lesquelles il n'y a pas d'accord entre eux qu'on va rediscuter. Donc les questions pour lesquelles il n'y a pas d'accord entre les deux étudiants vont faire l'objet d'une discussion en classe. Donc, le prof récupère la moitié, un quart, je ne sais pas exactement combien de questions, qui ont été considérées pas suffisamment bien expliquées, par exemple, dans le cadre. Mais je pense que Fanny pourra aussi nous parler de comment Pierre d'Argent organise ses séances présentielles. Moi, je n'ai pas été, donc je ne sais pas. Voilà, limites et perspectives, c'est la dernière chose que je vais dire. Je suis à 1 heure pile de la présentation, donc voilà. Pour les MOOC en droit, il y a évidemment la question de la territorialité du droit. Moi, je suis un juriste du droit brésilien. Je participe à un MOOC en anglais sur un sujet international. Ça va. C'est possible de faire. Mais faire un cours sur le droit civil belge sur un MOOC, ça va attirer peut-être moins de monde. Ça va... Enfin, voilà. Il n'y a rien qui empêche, par exemple, d'avoir au niveau de la communauté française des cours, pas standardisés, mais des sortes de capsules qui seraient accessibles à toutes les facs. On pourrait avoir une partie du contenu partagé sur un MOOC, et puis après, en classe, chaque professeur développe les contenus beaucoup plus, d'une manière plus avancée. Mais donc pour ce qui est du droit positif classique, bon, ça a certaines limites. Mais par contre, ces limites-là ne s'appliquent pas aux cours de type internationaux, donc droit européen, droit international, droit d'immigration, et aux cours, je pense ici particulièrement pour Saint-Louis, le cours de théorie, quoi, théorie et philosophie du droit. Parce qu'ils n'ont pas de frontières spécifiques. Bon, voilà, il y a sans doute des traditions différentes, mais bon, ça ne nous empêche pas de dialoguer en tradition. Donc voilà, ça pourrait avoir un attrait évident sur une plateforme MOOC. Donc l'idée ne serait pas évidemment de remplacer tous les cours universitaires par des cours MOOC, même s'il y a des universités qui le font. L'université de Valence, par exemple, a 17 000 vidéos différentes de tous les enseignements de tous leurs profs, et tout ça est sur un projet OpenEDX. Et donc, grosso modo, ils ont remplacé leurs cours par ça, mais après, les profs ont d'autres activités avec leurs étudiants. Bon. Mais indépendamment de pour quel type de cours la modalité MOOC peut être intéressant, l'exercice de réconceptualisation du cours en tant que tel est très intéressant. L'idée d'essayer de faire une scénarisation, de réfléchir à la séquence d'apprentissage par module, ça requiert énormément de travail. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je pense la plupart des juristes sont formés. Et donc c'est intéressant, même si finalement on ne va produire qu'un petit truc interne, ou quelques modules, pas l'ensemble de la matière, etc. Alors, les risques d'utiliser de plus en plus largement les MOOC dans l'enseignement juridique, d'une part, évidemment, pour les étudiants, il y a la question de la charge de travail, c'est-à-dire les MOOC en général demandent plus que ce qu'ils sont habitués à donner pendant quadri. Alors, est-ce qu'ils sont habitués à donner assez pendant quadri? C'est une discussion, mais bon, voilà, combien on peut effectivement, réalistiquement, demander à ces étudiants. Pour les créateurs,
il y a la question de la valorisation de l'activité. Dans le cas de l'UCL, les profs ne sont pas déchargés par ailleurs. Donc ils font ça, mais ils ne sont pas dispensés de donner autant d'heures de cours pour cette activité-là. Or, produire un cours, en tout cas pour la première année, c'est beaucoup plus énergivore et chronovore que simplement donner 2 heures de cours. Voilà. Il y a aussi la question pour eux de la maîtrise sur la création. Une fois que le cours est en ligne, il peut être vendu par edX en concertation avec le professeur à des plateformes régionales. Donc, dans notre cas, on a été approché par une fondation jordanienne qui voudrait créer une version en arabe du cours, mais sur laquelle nous n'aurions plus de contrôle. C'est-à-dire, eux, ils traduiraient, ils nous promettent de ne pas modifier, mais après, l'animation du cours, les gens qui vont répondre dans les forums, on ne sait pas qui c'est. Idem pour la Chine. Il y a un consortium universitaire chinois qui veut faire la même chose. Et alors, on est d'accord en principe, mais les modalités n'ont pas été concertées, et je ne sais pas si un jour elles seront concertées. Mais bon, voilà. Donc, comment garder un certain contrôle sur ce qui a été produit? Et finalement, pour les institutions, il y a des risques considérables. Donc, d'une part, je pense ici aux institutions créatrices de MOOC, donc il y a les coûts de production et de renouvellement. Ici, l'UCL a eu ce mécénat, très bien, ça dure 3 ans, et après quoi? Donc, ça pose un sérieux problème. Et puis, un cours qui était bien, qui était innovant il y a 3 ans, est-ce qu'il va être encore innovant la prochaine édition? Moi, je me pose cette question tout le temps. Parce que c'est moi qui entends la raillerie des étudiants quand ils ne sont pas contents du contenu. Donc, je me dis, il faudrait innover, il faudrait créer, mais ça implique de l'argent, ça implique du temps. C'est très problématique. Mais si on prend les risques pour les institutions qui ne sont pas créatrices, mais qui sont plutôt consommatrices, alors là, c'est le grand débat sur les MOOC, finalement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'homogénéiser, essayer de forcer un seul paradigme de l'éducation universitaire mondiale? Est-ce que c'est juste une option qui nous permet d'avoir accès à des cours dits d'excellence, etc. Ou est-ce que finalement, ça ne va pas devenir l'excuse pour certaines administrations universitaires de dire, bon, on n'a pas besoin d'un prof ou d'un deuxième prof en droit de l'homme, on a déjà le cours en ligne, on a peut-être 4 cours en ligne, on va juste engager des assistants qui vont faire le travail un peu de la flip class un petit peu, mais bon, voilà, c'est un risque, peut-être pas ici, mais plutôt dans des universités du Sud, où la règle est de toute manière toujours d'éliminer ce qui n'est pas centre d'excellence, et qu'on n'a pas de centre d'excellence, c'est éliminer tout. Je parle de mon expérience au Brésil, en tout cas. Donc voilà, c'est quelque chose, une question à se poser. Et voilà, une petite question à se poser en conclusion. Est-ce que c'est finalement, le MOOC, c'est une possibilité, une réponse à la massification d'enseignement en auditoire? On a récemment vu encore en France les problèmes d'auditoires trop pleins, etc., manque de moyens pour les universités. Est-ce que c'est une manière de pallier à ces problèmes-là, ou est-ce que justement ça comporte d'autres menaces et que finalement les étudiants vont faire que des formations à distance, n'auront jamais l'interaction réelle avec leurs pairs ou avec leurs enseignants? Voilà, et je termine là. Merci.